Bonjour, merci d'être là. Je me suis demandé à un moment si j'étais bien légitime pour venir vous parler. Pourquoi? Parce que moi, le mot créatif, c'est un mot qui m'a toujours impressionné et que, de par les métiers différents que j'ai eu à exercer, je pense que je suis d'abord un transmetteur et non pas un créateur. Alors, est-ce que dans ma manière de transmettre et de la faire évoluer au fur et à mesure des années, en fonction aussi des changements qui existent dans ce métier de l'image, du journalisme. Est-ce que j'ai eu quelques idées qui peuvent se rapprocher de cette notion de création, peut-être? Oui, pourquoi je suis un transmetteur? Parce que je suis d'abord un journaliste, profondément journaliste. Et le travail d'un journaliste, c'est d'aller chercher une information, de la transmettre, de la traiter. Vous savez, j'ai joué assez longtemps au rugby. Je ne sais pas si, peut-être il y en a qui connaissent rien au rugby, je suis désolé pour eux. Mais il y a deux postes qui m'ont toujours intéressé, c'est celui de demi-mêlée et demi-ouverture. Le demi-mêlée va dans un endroit où il y a toutes les jambes qui sont en mêlée pour essayer de sortir proprement une balle et de l'envoyer au demi d'ouverture, qui lui, à partir de là, essaie de construire le jeu devant, derrière, de côté, d'attaque, en défense. En fait, le journalisme, c'est ça. C'est toujours d'aller chercher une information, de la rendre la plus propre possible, je veux dire la plus crédible possible, de la vérifier, et ensuite de la transmettre à travers différents médias. J'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de la télévision, j'ai fait de la radio. Enfin, vu mon âge, j'en ai fait pas mal. Et je vais essayer de vous expliquer comment, au fur et à mesure de l'évolution de ces dernières années, nous avons trouvé des formes différentes pour que ce travail, qui est le nôtre après tout, qui est de raconter le monde, en tout cas pour Capa à hauteur d'homme, continue à être un plaisir et continue à être compris par des générations différentes qui n'avaient pas exactement les mêmes codes. La première chose qui a été, de mon point de vue, la plus importante, en tout cas dans celle que j'ai faite, c'était la création de ce qu'on a appelé les journalistes reporters d'images. Alors, avant, il y a longtemps, la télévision se faisait avec des équipes très lourdes, 4-5 personnes. Il y avait l'assistant, le chauffeur, le preneur de son, le cadreur, le réalisateur, voilà, et le journaliste éventuellement. Et moi, ma préoccupation, je viens de la presse écrite, hein, et j'ai toujours travaillé en fonction de ce que la presse écrite m'avait amené. Ma préoccupation était de me rapprocher au plus près de la vérité des choses, de la vérité des gens. Et donc il fallait assouplir complètement le dispositif de captation d'une information. Parce que quand on arrive à 5, à 6 dans une place, dans une pièce, dans un village, dans n'importe quel endroit, c'est la télévision qui devient l'événement, et ce n'est pas l'événement qui est l'événement, qui le reste. Donc il faut que, évidemment, on se fasse oublier. Et la meilleure façon pour se faire oublier, c'est justement d'être extrêmement peu nombreux. Alors, le mieux, mais qui n'est pas toujours possible, et qui n'est pas absolument une obligation, c'est d'être seul, d'être avec sa caméra, de prendre le son, d'avoir fait l'enquête d'abord, comme un journaliste de presse écrite avec son crayon. Ça permet aussi évidemment de se faire oublier, ça permet aussi d'avoir sa propre écriture. Parce que le vrai problème en télévision, c'est qu'entre le projet de départ et ce qui arrive au bout du compte, il y a eu beaucoup d'intermédiaires. Et donc son idée de départ, on ne la retrouve pas toujours à l'arrivée. En revanche, quand on est seul avec une caméra, eh bien on ne se trahit pas à soi-même. Et puis si en plus on a la chance de savoir monter, de pouvoir monter, de savoir commenter, le produit est là véritablement le plus près de ce qu'on a imaginé. C'est un premier point. Est-ce que c'est une création? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une idée qui a permis de faire avancer énormément le reportage
Et si on parle aujourd'hui, j'en suis très fier, d'école CAPA, elle vient de là, d'abord. La deuxième idée qui m'a poussé à essayer de faire du document, ce qu'on appelle du documentaire, mais j'aime pas le mot, moi. Franchement, j'aime pas le mot documentaire, parce qu'aujourd'hui c'est un peu différent, parce que déjà l'évolution s'est faite. À l'époque, c'était le docu-cul, c'était poussiéreux, c'était très construit, c'était très filmé, au mauvais sens du terme. Quand je réfléchissais à cela, avec quelques amis, on a inventé une émission que peut-être quelques-uns d'entre vous ont vue, mais vu la jeunesse, j'en suis pas tout à fait certain. Peut-être vous en avez entendu parler, ça s'appelait 24 heures. Une émission qu'on a fait sur Canal+, et qui, en général, quand on voit, je vous parle d'infos, peut-être c'est pas du tout de ça que vous voulez parler, mais enfin bon, après on parlera d'autre chose, puis vous me direz dans vos questions, vous avez peut-être envie de... Je suis pas multicarte, mais enfin peut-être j'ai des réponses à d'autres choses. C'était très simple. En général, quand on avait un reportage, on avait une image plate. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, il y a un président de la République, c'est la mode en ce moment, qui allait dans une préfecture pour inaugurer je ne sais quel bâtiment. Et il était reçu par le préfet, et que faisait la télévision? Elle montrait le président de la République en train de couper le ruban, ce qui a un intérêt assez relatif, quoi. Mais en revanche, cet événement devenait complètement différent si on le regardait autrement. Et le regarder autrement, c'était de dire, bien sûr c'est le président de la République qui est l'événement, bien sûr c'est lui qui vient dans cette préfecture, donc l'intérêt de l'histoire, c'est de montrer ce qui se passe dans cette préfecture parce qu'un président de la République arrive. Et ce n'est pas le fait de couper le ruban qui était important pour nous. Et c'est comme ça que 24 heures est né. C'est-à-dire qu'on a multiplié 4 ou 5, on mettait 5, 6, 7 caméras des fois, sur un même événement pendant 24 heures. Ça donnait quoi sur ma fameuse préfecture? Ça donnait qu'on avait une caméra avec la femme du préfet, qui se réveillait presque aussitôt que nous, et qui était complètement excitée à l'idée de recevoir le président de la République, et qui allait voir le coiffeur, et qui donnait des ordres dans tous les sens. Et puis on allait voir les types qui s'occupaient de la sécurité, comment finalement ils avaient préparé tout l'environnement, et puis. Et donc, au bout du compte, ça donnait une vision vraiment à 360 degrés de l'événement, et ça a complètement révolutionné la manière de faire du reportage. C'est pour ça qu'après, se sont multipliés, je peux vous en parler pendant des heures de 24 heures, mais j'ai 20 minutes, et se sont multipliés les reportages avec 2, 3, 4 caméras. C'est très fréquent aujourd'hui. C'est des visages, c'est des regards multiples, mais c'est cette multiplicité des regards qui fait la force de l'événement et qui, ce qui m'intéresse davantage, qui en donne la véritable dimension. Bon, voilà, c'est 24 heures, si vous voulez, on en reparle tout à l'heure. Autre chose que nous avons pu faire, grâce au JRI notamment, ou lorsque les équipes étaient à 2 personnes, et là pour des raisons économiques, c'est de passer du temps sur un sujet. Le temps est ce qui coûte le plus cher en télévision, parce qu'il y a des gens à payer, des hôtels à payer, ou pas d'ailleurs, il vaut mieux être à ce moment-là dans les maquis, ça coûte moins cher. Et évidemment que la valeur ajoutée du temps passé est immense. Aujourd'hui, on est dans des formats, on est dans des urgences, dans des contraintes économiques qui font qu'on a rarement la possibilité d'aller au bout de quelque chose. Comme la multiplication des regards à travers le nombre de caméras, dont je vous parlais tout de suite, eh bien, le temps est aussi une autre manière d'apporter une vie et une information qui soit beaucoup plus forte. Je vais vous donner 2 exemples rapides. Ils sont un peu vieux déjà, mais peu importe, vous pouvez en trouver pas mal, parce qu'après, ça c'est ce que j'appelle moi le temps et l'immersion, ça s'est énormément développé. Il y a pas mal d'années, j'ai fait un reportage qui s'appelait, un document qui s'appelait Sans domicile fixe. D'ailleurs, le nom SDF vient de ce document-là. Et on a passé pendant 6 mois, mais à l'époque, il y avait très peu encore, hein, on ne les voyait pas, avec des gens qui vivaient dans la rue.
Plus tard, on a fait un autre film qui s'appelait Une vie de prof. Là, c'était assez culotté, parce qu'une vie de prof, comme ça, quand on passe un moment avec des profs, c'est pas toujours vendant. Hein. Et on a décidé de rester pendant une année entière, de la rentrée scolaire à la distribution des prix, pas avec les élèves, avec les professeurs, mais enfin, les professeurs, en principe, il y a des élèves, c'est plutôt le contraire qui n'arrive pas. Enfin, bref, on manque plus de profs que d'élèves. Et donc, cette manière de rester avec eux, de se familiariser, c'est toujours aussi cette même idée, de se faire accepter, de se faire oublier, d'être présent, très présent, mais en ne changeant pas le cours des choses parce qu'on est là. Donc ça, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler, qui était cette proximité. Une autre évolution qui a eu lieu et qui est là, celle-là vous la connaissez beaucoup mieux parce qu'elle est plus en avant dans notre temps, c'est l'incarnation. Pendant des années et des années, il y a eu des reportages, des grands documents, où on ne voyait jamais la tronche d'un journaliste ou de qui que ce soit, d'ailleurs pas obligatoirement un journaliste, mais de quelqu'un qui prenait par la main et qui, en fait, amenait le téléspectateur pour voir. Alors, il y a eu plein, un des premiers à faire ça, et avec quel talent, a été Nicolas Hulot, Choya. Choya, c'est un personnage, on va retrouver Nicolas Hulot. Mais lui, il l'a fait dans un secteur qui était très particulier, qui était celui de la découverte, de l'évasion, formidable. On s'est un peu moqué de lui aussi avec ses tics, mais ça faisait partie du jeu. Et peu à peu, ce modèle-là est entré dans la pratique des télévisions, dans la demande. Parce que, bon, moi je suis d'abord journaliste, entrepreneur, réalisateur, auteur, enfin je fais un peu tout, quoi, dans toutes ces affaires, mais je suis surtout soumis à deux demandes. Celle du diffuseur, qu'est-ce qu'il veut, et celle du public, qu'est-ce qu'il veut. Alors celle du diffuseur, c'est plutôt plus simple, même si le diffuseur change souvent d'avis. Parce que le diffuseur, pas plus que moi, ne sait trop ce que le public demande. Donc il cherche. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement compliqué d'arracher des décisions, de nouvelles émissions, d'avoir de nouvelles émissions vraiment nouvelles à la télévision, mais ça, on y reviendra si vous voulez dans la discussion, parce que c'est un des points importants d'aujourd'hui. Donc je vous parlais de l'incarnation. Pourquoi, au bout du compte, la télévision a poussé à ce que des journalistes se mettent en scène au milieu même, des journalistes ou d'autres, hein, se mettent en scène au milieu de ce qu'ils allaient filmer. Pensez aux séries de fiction. Pourquoi la série est un genre particulièrement destiné à la télévision? Oui, pratiquement qu'à la télévision, même si maintenant, de temps en temps, dans les cinémas, on fait des festivals de séries, etc. Parce que ce qui devient l'essentiel, c'est de fidéliser le téléspectateur. Et on ne fidélise pas, on pensait ceux qui ont lancé ça, et nous on est allé dessus, parce que finalement, au bout du compte, c'est pas faux. Ce qui fidélise le téléspectateur, c'est de retrouver chaque semaine, chaque 15 jours, chaque mois, un héros, deux héros, trois héros, qui, quoi qu'il se passe, viennent le voir lui. Et l'incarnation a ce mérite-là, c'est que, alors, quelquefois c'est pervers, hein, et c'est pas terrible, mais c'est que les gens finalement viennent... On a un garçon chez nous qui s'appelle Diego Buñuel, et qui manie ça avec énormément de talent. Il a fait une émission qui s'appelait « Ne dites pas à ma mère », etc., et qui après est rentré dans la série des Nouveaux Explorateurs de Canal+. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se demande, tiens, où il nous amène Diego ce mois-ci? Comment il va être? Quelle péripétie il va connaître? Quelle turpitude il va commettre? Et alors ça change un peu les choses quand même. Surtout pour un journaliste pur et dur comme je le suis moi, qui est de dire ce qui compte d'abord, c'est les autres.
c'est les autres, les gens qu'on va voir, leur situation, c'est ça qui est important. Ben là, c'est plus tout à fait la même chose. C'est important, mais à travers le filtre, à l'image de celui qui est sur place. Il faut manier ça avec énormément de prudence. Mais quand je parlais des séries américaines, c'est la même chose. Pourquoi la série? Pourquoi américaine d'ailleurs? Enfin, il commence à y avoir quelques bonnes séries françaises, comme Braco par exemple. Parce que finalement, ce qu'on vient voir sont des gens, et la réalité qui est racontée, c'est une sorte de décor. Et finalement, l'histoire qui est racontée n'est intéressante qu'en fonction de l'histoire des héros que l'on retrouve finalement de manière régulière. C'est la même chose. La télévision a besoin de fidéliser, ça n'a rien à voir avec le cinéma, évidemment, il y a beaucoup d'autres différences, mais a besoin d'avoir un public fidèle qui revienne. Je pense que les nouvelles technologies et le fait qu'on regarde de la télévision beaucoup, ou ces séries, ou ces reportages, sur le net ne changent pas la donne. Pour le coup, ça ne la change pas du tout. C'est l'incarnation, c'est une nouvelle façon de faire. Est-ce que c'est créatif? Est-ce que ça l'est pas? Sûrement, ça l'est d'une certaine manière. Je vais assez vite parce que je sais que j'ai 20 minutes, donc je voudrais donner les 5-6 points sur lesquels éventuellement vous pouvez réagir derrière. Qu'est-ce qu'on a inventé? Une émission qui s'appelle Les Infiltrés, tiens. L'infiltration, l'incarnation, l'infiltration, voilà. Là, c'est l'infiltration. C'est quoi? L'infiltration, c'est encore un pas en avant par rapport à notre condition de journaliste. En général, on est fier d'être journaliste. Normalement, on montre sa carte de presse. Mais il se trouve que plus la population, les gens, les institutions, les politiques ont compris ce qu'était la télévision, se sont familiarisés avec la télévision, ils ont peu à peu construit un discours de communication pour la télévision, qui est bien loin de la réalité des choses. Et notre problème, à nous qui cherchons plutôt à essayer de comprendre quelle est la vérité, honnêtement, c'était de passer à travers ces nuages de fumée. Il doit y avoir ici un certain nombre de communicants que je salue, mais c'est quand même des enfumeurs, d'une certaine manière, par rapport aux journalistes, bien sûr. Et donc, nous, il a fallu qu'on trouve des moyens. Alors, pas n'importe quand et pas n'importe comment. Moi, quand j'ai accepté qu'on fasse Les Infiltrés, qui est une émission assez polémique, et que le seul CAPA pouvait faire, parce qu'elle avait, je dis ça de manière très modeste, parce que je ne suis plus opérationnel sur CAPA, donc je peux en parler avec plus de distance aujourd'hui, que seul CAPA pouvait faire parce que sa réputation éthique et déontologique était au-dessus de tout soupçon. On n'a jamais eu en 23 ans la moindre casserole au cul, quoi. Jamais. Sur des tricheries, sur des arrangements, sur des bidonnages. On se prévalait de cette image-là pour affirmer que dans un certain nombre de situations, lorsqu'il s'agissait d'intérêts publics et qui concernaient l'ensemble de la collectivité, on pouvait utiliser la caméra cachée de façon... La caméra cachée a été inventée bien avant avec Les Infiltrés. Et là, ça devient un système, quelque chose de systémique. On pouvait utiliser le principe de la caméra cachée et infiltrer au sein d'un endroit des gens qui ne disaient pas qu'ils étaient journalistes et qui filmaient ce qui se passait. Il faut choisir. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est applicable, pardon, je bois juste un peu. C'est pas quelque chose qui est applicable n'importe où, et surtout pas dans le domaine de la vie privée, évidemment. C'est pas Voici, on n'est pas des paparazzi. On fait ça uniquement parce que notre métier, après tout, c'est de mettre le doigt, Albert Londres disait, porter le fer dans la plaie, aller là où ça fait mal et là où on ne voit pas. 2 exemples. Alors, c'est très compliqué à faire. Il faut 2 choses essentielles. Une qui nous a été acquise
que nous avons acquis grâce à l'évolution des techniques. Aujourd'hui, on a des toutes petites caméras qui sont invisibles. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas faire ça parce que les caméras étaient, même petites, étaient très grosses. Là, les caméras que l'on utilise ne se voient absolument pas. Donc on peut jouer le jeu. Le seul vrai problème, il y a un sujet qu'on voulait absolument refaire, c'était de s'infiltrer dans un commissariat de police pour voir ce qui s'y passait vraiment. Alors, ça posait d'autres problèmes mais, que je vais vous raconter. Mais il y a les fameux, comment on appelle ça, les portiques. Hein, et les portiques, ça ne passe pas. Donc on ne peut pas passer là de cette manière-là. Ça implique aussi l'infiltration, que la personne que l'on infiltre soit crédible. Ça veut dire, et là on rejoint la notion du temps et des moyens. Ça veut dire que par exemple, quand on a infiltré, c'était un des premiers, dans une maison de retraite, une assistante soignante dans une maison de retraite, on l'a fait travailler pendant 3 mois pour qu'elle ait un brevet d'assistante soignante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas malheureusement vous dévoiler ce qu'on est en train de préparer, mais que vous pourrez voir à l'antenne en septembre, qui à mon avis, sur au moins 2 des 4 infiltrés, posera quelques problèmes. Ça demande réellement qu'on a inscrit des gens à des cours. C'est vrai que le système des stagiaires, que l'on peut critiquer par ailleurs, parce que en fait, c'est souvent un pis-aller, quoi. Hein. Et puis ça n'aide pas trop, enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Bon, le système des stagiaires, c'est vrai que tout le monde prend des stagiaires aujourd'hui, et notamment on a infiltré qui est un service de communication, et qui est très, vous verrez le résultat, c'est assez passionnant. Et bon voilà, ce que je veux dire par là, c'est que là encore, c'est du temps, des moyens et des technologies qui évoluent. Et c'est ces choses-là, c'est ces 3 éléments-là qui nous permettent d'être créatifs. Je vais aller vite. Les nouveaux outils, on peut en parler, qui sortent. Par exemple, pendant des années, on avait un problème avec les archives. Alors, il y a des bons réalisateurs d'archives, des mauvais réalisateurs d'archives, c'est-à-dire la capacité de faire un documentaire d'archives. Alors, on a su les coloriser. Il y avait des grands succès, Apocalypse, etc. C'était déjà pas mal. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on arrive à incruster, ça on rejoint l'incarnation, celui qui porte le document d'archive au sein même de l'image. C'est le phénomène Zelig, Woody Allen. Donc ça, c'est aussi une vraie valeur ajoutée. C'est pour ça que je ne suis pas particulièrement créatif. Moi, je me sers d'outils pour faire des choses. Hein. Donc, je transmets encore une fois. Je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin, c'est tellement mal foutu que, pas foutu, mais c'était bien foutu. C'est dans les tranches d'avant 20h. On a un coup de pub, un coup de bande-annonce, un coup de pub, un coup de bande-annonce, un coup de vidéo et machin. Et finalement, on voit pas grand-chose. On a fait une série juste avant les présidentielles qui s'appelait « Élisez-moi ». Et en fait, qui racontait toute l'histoire des campagnes présidentielles depuis un certain temps. Ça faisait 2 minutes. Et 2 minutes en télé, je ne parle pas de pub, hein. Mais pour ce que nous faisons, 2 minutes en télé, c'est pas assez, ça ne se voit pas. Et pourtant, ça méritait d'être vu. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Simplement après les archives, etc. Et le type qui présentait ça, qui est un garçon de France 2, et qui présente le journal de temps en temps, c'est un des jokers de plus jeune âge, je pense. Et on l'a incrusté dans l'archive, on l'a mis dans l'archive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était en train de parler, de faire son commentaire ou de s'adresser au public, et il était, pour faire bref et de manière caricaturale, sur les genoux de Chirac. Et on avait vraiment l'impression qu'il était là. Il y avait une scène, et puis dans un coin, on le voyait lui en train de déambuler, et il parlait toujours. Donc c'est encore, on en revient toujours à cette écriture de la télévision. Et l'écriture de la télévision demande plusieurs choses. Moi, je ne suis pas toujours très favorable à ça. Mais ça demande encore une fois, ce que je vous disais, sur l'incarnation, sur la notion de rendez-vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que marche aussi bien ce qu'on appelle aujourd'hui les formats, dont on va dire un mot, si j'ai encore 3 minutes. Hein, voilà là-dessus.
On est en train de faire, pour rester sur cette histoire de élus en ce moment, un doc, puis 2, puis 3, puis 4, qui s'appelle La vie des Français, et où on essaye de raconter, à travers un thème, comment la vie des Français a évolué. Le premier, c'est sur les Français à table, c'est assez marrant. Comment, effectivement, depuis qu'on a des images, hein, donc depuis 45, 46, 50, on voit évoluer la société française à travers sa façon de manger, ce qu'elle mange, l'importance du repas, etc. Et là-dessus, c'est incarné. C'est-à-dire que dans l'image, il y a effectivement, en 1950, en 1960, le journaliste d'aujourd'hui qui est là au milieu, et des gens qui est vraiment intégré. Enfin, pour ceux qui font de l'image ici, c'est un procédé qui est même, quand même assez banal. Cette nécessité, ça c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup battu, de pouvoir raconter le mieux possible et avec le plus d'atouts possible le monde qui est le nôtre, tous les mondes, pas que les mondes de la guérilla, ce que j'ai fait très longtemps, mais le monde près de nous. C'est de ne pas hésiter à un moment donné, même si on vient du journalisme et de la réalité, de se lancer dans le docu-fiction. Docu-fiction est quelque chose que les Anglais pratiquent depuis fort longtemps, que nous avons eu du mal, nous, ici, et que nous continuons à avoir du mal à savoir faire, mais qui est une solution extrêmement intéressante, parce qu'il y a des tas d'événements qui ne peuvent pas être racontés par le journalisme classique, par le reportage, par le documentaire, s'il n'y a pas d'archives notamment. Pour la raison suivante, c'est que quand on est... Moi, j'ai toujours essayé de faire que les avantages que nous avions en presse écrite, que j'avais eu en presse écrite, on puisse les retransmettre à la télé, on puisse les faire passer à la télévision. Cette souplesse, cette légèreté, cette facilité, cette clandestinité souvent, parce que quand on a un stylo et un crayon, personne ne sait qui vous êtes, et donc il y a une liberté qui existe. Bon. Mais quand il y a un événement, si on est un journaliste de presse écrite, même si on n'est pas sur cet événement, si on n'est pas trop con, on passe 4, 5, 6, 7, 8, 10 coups de fil. Les gens qui ont assisté à l'événement, on connaît la couleur du papier peint dans laquelle la réunion s'est tenue, et on fait un récit. D'ailleurs, voyons Eric, je pense à ça, nos amis actuels, toute la bande, ont créé cette... Et puis bien d'autres, hein, Albert Londres, ont créé cette façon de faire du journalisme littéraire. Quand je dis littéraire, c'est parce qu'il est bien écrit. C'est-à-dire, après tout, notre métier, c'est quoi? C'est de raconter une histoire. Que cette histoire soit la plus intéressante possible. Alors en presse écrite, c'est avec un peu de talent littéraire, d'écriture, et en télévision, c'est avec tous les moyens que l'image offre aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de télé, s'il n'y a pas de caméra pendant cet événement, il ne peut rien faire. La seule chose qu'on puisse faire, c'est éventuellement d'aller interviewer les uns après les autres les témoins. C'est chiant. C'est chiant. Les Anglais font ça, mais les Anglais aiment bien la télévision chiante aussi. Hein. Et ils arrivent, la BBC fait de très grands documents où on a des types sur fond noir qui racontent ce qui s'est passé. Et alors entre les deux, il y a un fondu enchaîné. C'est souvent passionnant, hein, parce qu'ils sont très bons. C'est souvent merde. En tout cas, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on attend ici. Donc je me suis dit, et à l'époque c'était assez novateur, je me suis dit, bon, on va faire travailler des journalistes et des scénaristes ensemble. Les journalistes vont faire leur enquête, voilà ce qui s'est passé réellement, on va mettre ça entre les mains des scénaristes en leur disant, vous n'inventez rien, vous construisez le récit, et si vous inventez quelque chose, ça ne peut pas induire l'information que l'on va chercher dans ce récit-là. Alors, c'est vachement intéressant. On avait fait ça sur un film qui s'appelait Facteur 8, c'est le premier qu'on ait fait, et qui était sur le scandale du sang contaminé, il y a fort longtemps. Le scandale du sang contaminé, comme tout scandale, on ne le découvre que lorsqu'il a eu lieu. Donc, il n'est pas filmé. Pendant le scandale, on ne filme pas. Alors, on a pris les minutes du procès, parce qu'il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. Puis ce jour-là, j'ai un peu des tensions relationnelles avec Laurent Fabius, puisque c'était lui qui était à ce moment-là aux manettes, qui était Premier ministre, je pense. Et donc, il y a eu ce scandale du sang, etc. Bon. Et on a pris les minutes
Et on a fait un film. Mais un film où tout ce qui concernait le scandale était à la virgule près exact. Ça ne nous a pas empêché, ça nous a pas empêché, loin de là, de créer un ou deux personnages pour avoir une histoire d'amour, c'est-à-dire, mais pas des personnages fous, c'est-à-dire, par exemple, pour parler d'un sidéen, parce qu'il fallait avoir ce regard-là aussi, de construire à travers lui un personnage qui effectivement concentrait plusieurs sidéens que nous avions connus. C'était pas lui, exactement lui. Enfin, c'était quelqu'un qui vivait, c'était en pleine dans l'époque noire du sida. Et donc, voilà. Donc je dis, il faut utiliser la fiction aussi. Voilà, il faut y aller. Il faut utiliser la fiction, ne pas faire croire aux gens que c'est du reportage. Non, c'est très agréable hein, à raconter. En plus, de plus en plus, de toute façon, toutes les écoles du cinéma viennent maintenant sur la construction des récits du documentaire. Absolument tous. J'avance et j'ai presque fini. Oh oui. Après, je vais m'arrêter. On parlera du numérique, si vous voulez, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour des gens comme nous qui ont des problèmes face à un genre de télévision qui marche très bien? Ça s'appelle la télé-réalité. Vous pouvez comprendre que pour des journalistes, des gens qui ont quelques convictions, quelques engagements, une certaine croyance en l'humanité, dans le respect et la dignité des gens, la télé-réalité, ce n'est pas notre tasse de thé. Il reste que la télé-réalité, si on regarde ça de près, a inventé un certain nombre de choses qui ne sont pas inintéressantes. Ce qui n'est pas acceptable dans la télé-réalité, c'est que tout est mensonge. Donc tout est loin de la réalité, puisque tout est monté, tout est préparé, tout est organisé. On sait du début à la fin ce qui va se passer et on demande à des gens de jouer des rôles. Donc le mot est très mal porté, télé-réalité, c'est l'inverse de la réalité. Il reste que quand même, il y a des manières de faire qui ne sont pas si inintéressantes que cela. On est sur un dilemme qu'on a résolu à CAPA, qu'on vient de résoudre. Il y a un format australien qui s'appelle Go Back. Et en fait, je vous le dis en deux mots, ils ont eu un problème d'immigration en Australie, et il y a eu un bateau qui s'est échoué sur une côte australienne avec des centaines d'immigrés, et la plupart sont morts, et les Australiens ont pris conscience de ce problème de l'immigration parce que ce n'étaient pas des bons immigrés, si je puis me permettre ce mot. C'est-à-dire ils ne venaient pas d'Europe, par exemple, ils ne venaient pas des États-Unis, ils ne venaient pas d'Asie non plus, ils venaient d'Afrique et du Moyen-Orient. Et donc ça a été un choc pour eux. Et alors il y a des mecs de télé qui ont eu cette idée de dire, voilà, eh ben, il y a eu un rejet. Pas tout le monde, heureusement. Mais il y a eu un peu un rejet, pour certains, parce que voilà. Donc ils ont construit une émission de télé en choisissant 6 Australiens, un panel, différents âges, différentes opinions politiques, avec des mecs qui disaient l'ennemi c'est l'étranger, reconnu, d'autres qui disaient mais après tout, voilà, peut-être si on les intègre, ça va peut-être aider le pays, etc. Et ils ont fait une sorte de... Alors, ils ont pris ces 6 personnages et ils les ont amenés dans 2 familles. Et c'est là où on est dans la télé-réalité, puisqu'on construit. C'est pas naturel ce qui se passe. C'est nous qui sommes acteurs. On va chercher des gens. Et ils les ont amenés chez 2 familles. Une famille irakienne, immigrés irakiens, et une famille d'immigrés congolais. Donc, ils sont donc en Australie. Et ils ont eu la bonne idée, je trouve, de faire une sorte de rewind, c'est-à-dire de faire vivre à ces 6 personnages toutes les étapes que ces 2 familles qui sont en Australie, 2 familles d'immigrés, ont dû affronter pour arriver jusque-là. Donc ils les ont pris, ils les ont mis dans les camps de rétention, ils les ont amenés, voilà, pour les Irakiens par exemple à Amman et même en Irak, pour essayer de comprendre, que les gens comprennent, assimilent, finalement, voilà, ce que c'est que
ce parcours de souffrance et d'espérance qui est celui de l'immigration. Alors, à Capa, il y a beaucoup de gens qui disaient non, non, parce qu'on est en train de créer un truc, ça ne va pas, ça ne fait pas, etc. Moi, je pense que c'est pas si inintéressant que ça. Donc, j'ai dit non, on peut le faire, on est borderline, mais la seule condition, c'est qu'on ne demande pas aux uns et aux autres de jouer le rôle qui nous intéresserait pour dramatiser l'émission. C'est-à-dire que finalement, on en choisit un qui en dit, de toute façon, quoi que tu vois, quoi qu'il se passe, à la fin, tu seras aussi contre les immigrés que tu étais avant, etc. Pas du tout. Donc c'est ouvert, on ne sait pas du tout ce qu'on retrouvera à l'arrivée. Voilà, j'aurais plein de choses à vous dire encore, mais parlons, c'est plus rigolo. Ouais. La dernière chose peut-être, parce que c'est une vraie tendance actuelle de la télévision qui émerge. Vous vous rendez compte qu'on est quand même dans un média immense. C'est pas pour rien que c'est un mass média. Voilà. La télévision, je parle là des télévisions classiques, qui demeureront, malgré la souhaitable percée d'Internet, qui est déjà grande et importante. Il reste que ces télévisions lourdes, qui ont été des rendez-vous et qui le restent encore même pour les jeunes, sont des puissances de feu incroyables. Quand on touche 12 millions, enfin, ça c'était au grand temps de TF1, un peu moins aujourd'hui. Même 4 millions de personnes, c'est énorme. Ça y est, un journal, combien de personnes ça touche? Ça n'a rien à voir. Donc, à un moment donné, et surtout dans une situation de crise économique, de difficulté, comme on la vit un peu partout dans le monde, et pas mal en Europe, se dégage, ça vient encore des Anglais, ce qui n'est pas étonnant parce qu'en télé, c'est quand même devant les meilleurs, l'idée que la télévision ne peut pas être que un média qui montre, qui organise des débats, mais qui reste un spectacle, même si c'est un spectacle dur, même si c'est un spectacle de l'information, même si c'est un spectacle de divertissement. Que vu sa force, elle doit être partie prenante dans les enjeux de la société. Et c'est comme ça que, grosso modo, pour faire bref, mais c'est vrai par exemple que les Restos du Cœur, c'est formidable, et ça doit beaucoup aux Restos du Cœur, ça doit aussi pas mal à la télévision, qui a organisé les Enfoirés, etc. Donc la télévision a porté quelque chose d'autre, elle a été acteur. On est en train de faire en ce moment deux choses qui vont dans ce sens-là. On vient de faire un documentaire si vous préférez, sur le gaspillage alimentaire. 30% grosso modo des aliments sont gaspillés, sont jetés. Donc voilà, on raconte tout ça. Mais la télévision, le diffuseur et nous et les sponsors, on va organiser un événement qui va se dérouler devant le parvis de l'hôtel de ville, où on va faire un repas pour 5000 personnes, uniquement avec de la bouffe récupérée. C'est-à-dire pas acheter. Récupérer. Bon. Je vais parler fort. De la bouffe récupérée. Ça, c'est la télévision qui devient de plus en plus acteur. Et ça va se perpétuer avec Canal. C'est souvent avec Canal qu'on fait ces coups-là, d'ailleurs. Pour plein de raisons. On est en train de faire un document là sur... on a trouvé... Vous m'entendez là ou pas? Non, mais deux. Ça, c'est bon? Hein? Ok. Donc, on a... D'accord. Donc, on a trouvé un bled en Bretagne, qui est, vous savez, le bled qui fait ce sel très connu, là, j'ai oublié le nom, pardon, sel de Guérande, voilà. Qui, depuis des années, travaille avec un bled de Guinée pour des échanges, pour les aider, etc. Vous savez, c'est la fameuse histoire qu'il y a eu à un moment donné, tout le monde voulait construire des pompes à eau en Afrique. Alors il y avait des pompes à eau venues un peu de toutes les bonnes consciences européennes. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que c'est bien de mettre une pompe à eau, c'est encore mieux de former des gens pour la faire marcher, parce que quand ils sont plus là, ça ne marche plus. Donc c'est espoir, désespoir, quoi.
Et donc, on a choisi ces gens-là parce qu'ils font un très beau travail avec les Guinéens, qui sont dans les mêmes situations où ils font du sel aussi, parce qu'ils sont dans des régions où il y a du marais salé. Et donc, voilà, il y a un échange de technologie, de techniques, de l'argent aussi, parce que la Guinée est un pays extrêmement pauvre. Et on a mis notre nez là-dedans. Et on a dit, voilà, pendant 5 ans, on va vous aider en trouvant de l'argent pour que vos échanges soient plus forts, soient plus fructueux. Et on peut le faire parce qu'on est la télévision. C'est le poids de la télévision qui fait qu'on arrive à convaincre des gouvernements, qui fait qu'on arrive à convaincre des sponsors, qui fait qu'on arrive à convaincre tous ceux qui... Les téléspectateurs même, puisque l'idée c'est que ce soit les téléspectateurs qui financent, au bout du compte, le surplus de coopération qui va exister. Alors ça c'est... Je m'arrête là, ça c'est une nouvelle tendance de la télé qui, à moi, me plaît beaucoup, évidemment. Merci, je vous écoute. Question? Certainement, il y en a. Hein? Sûr? Est-ce que vous assignez une mission politique? Parce que bon, enfin, je veux dire, vous prenez des positions, vous témoignez sur des choses qui sont quand même... est-ce que vous voulez être juste témoin ou est-ce que vous voulez que ça aille plus loin? C'est-à-dire que ça stimule des gens à faire quelque chose pour modifier les choses. Mission politique, bien sûr. Mais ça veut dire quoi, politique? Chaque fois que l'on... Comment? Par rapport à votre vision du monde, les choses que vous avez en tête, c'est comme elles sont et puis vous conviennent pas. Oui, mais politique parce que je suis journaliste, réalisateur, entrepreneur, peu importe. Mais je suis citoyen aussi. Et évidemment que mes centres d'intérêt, je ne les impose pas à CAPA. Je ne les avais imposés. Mais j'ai quand même constitué une équipe avec qui j'avais quelques affinités et qui, au bout du compte, trouvaient des choses intéressantes à peu près comme moi. Et que c'est vrai, d'abord, par définition, je parle pas des journalistes assis, hein, je parle des journalistes debout et des journalistes qui courent. C'est une différence. Par définition, le journalisme, quoi que l'on veuille, quoi que l'on dise, c'est fait grosso modo pour aller voir ce qui ne marche pas, plutôt que ce qui marche. Et sur le terrain, pour être plutôt du côté des victimes que des tortionnaires, pour être du côté de la veuve plutôt que du côté de l'assassin. C'est ainsi que c'est fait. Ça n'empêche pas qu'on puisse s'intéresser aux autres aussi. Mais si les journalistes n'avaient pas ce moteur-là, de penser que leur métier sert à quelque chose, de penser que le faisant, ils apportent leur petite pierre à une certaine progression de l'humanité, alors il n'y aurait pas de journalistes. Ou alors il y aurait des journalistes comme on en connaît pas mal en ce moment. Mais l'essence même du journalisme, c'est ça. Quand on se prétend être le 4e pouvoir, ça se mérite. Ça se mérite de plusieurs façons. La première, d'abord, c'est d'avoir des devoirs. Le premier de ces devoirs, c'est de vérifier l'information. Ce n'est pas de choisir l'information, c'est de la vérifier. Ensuite, en fonction de ce que chacun est, il va raconter des histoires réelles, parce qu'il pense que ces histoires-là, elles sont importantes pour ce qui nous unit normalement, les uns et les autres. Alors de ce point de vue-là, oui, c'est politique. Oui, bien sûr. C'est vrai, et on nous l'a suffisamment reproché, que on fait plus volontiers des reportages auprès des gens qui sont dans la difficulté, des hôpitaux, on est obligé d'amener ses draps pour pouvoir dormir parce qu'il n'y a plus de fric, pour que les gens puissent avoir un lit avec des draps. On fait plus volontiers ce genre de sujet que le bal des débutantes, c'est vrai. Mais en même temps, on a fait souvent le bal des débutantes. Voilà. C'est aussi dans notre spectre, parce que c'est très intéressant de voir le bal des débutantes. Donc pour répondre à votre question rapidement, oui, bien sûr, c'est politique. Tu as un micro? Politique, ça n'est pas militant, très différent.
le fait de rester neutre, de ne pas interférer avec la réalité que vous rencontrez, et vous concluez sur le fait des parties prenantes et la nécessité, notamment les diffuseurs et les producteurs qui travaillent avec eux, j'imagine, être des parties prenantes. Donc il y a un paradoxe entre ce que vous avez dit au début et à la fin. Est-ce que c'est parce que les positions doivent bouger ou est-ce qu'il faut trouver un entre-deux? Je ne trouve pas vraiment qu'il y a un paradoxe. On parle de deux choses différentes. Rester neutre, c'est ne pas intervenir sur l'événement. Et c'est ce que je vous ai raconté au début sur le fait d'avoir un dispositif le plus léger possible, le plus transparent possible. C'est formidable de voir que dans des situations incroyables, au bout de 3 heures, les gens avaient oublié la caméra. Parce que c'était un véritable événement, parce qu'ils vivaient des choses, parce qu'ils étaient dans leurs émotions et qu'on n'interférait pas par notre présence dans leur histoire. Et c'est là où je dis qu'il faut être complètement neutre. Oui, c'est sur la récolte de l'information. C'est sur le moment formidable, qui est quand même le plus beau pour un journaliste. Un journaliste, c'est génial, c'est la rencontre des gens. Hein, c'est cette cueillette-là de la vie des gens qu'on essaye de piquer sans être dans le voyeurisme. Par empathie, on ne peut pas faire du reportage si on n'est pas généreux. C'est impossible. Donc non, c'est pas contradictoire. Oui, il faut être le plus absent possible, le moins directif. C'est pour ça que la télé-réalité me gêne, par ailleurs. Parce que là, au contraire, on est très directif. C'est nous-mêmes qui organisons les choses. Mais au départ, c'est pas ce que je vous ai dit. À l'arrivée, il y a un choix politique sans doute. Parce qu'on a décidé, encore une fois, d'aller auprès des infirmières, qui font un boulot admirable par ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je parle des hôpitaux particulièrement. Enfin bon, c'est comme ça. Peut-être parce qu'on n'a pas assez parlé pendant la campagne. Et donc, voilà, c'est mon choix d'aller voir ces gens-là, parce que je trouve que c'est un vrai problème de société. Et de ce point de vue, oui, c'est un engagement. Donc c'est pas contradictoire, franchement. Ce qui est plus embêtant, c'est la dérive de la télé-réalité. Et notre tentation, pas la nôtre, celle des diffuseurs, parce que ils savent que ce sont des procédés qui bouffent qui sont à valeur, qui attirent plus facilement le public que le simple reportage ou le simple document. Et là, il faut être très vigilant. Il faut savoir, c'est à nous-mêmes de mettre les lignes rouges, de les tracer. Next. Bonjour, merci déjà pour votre intervention. J'aurais une petite question liée en fait à cette volonté de tout vivre en temps réel, là, qui est affaire dans un scandale. Quelle est votre vision sur le sujet? Vous voulez me faire parler des télévisions d'information continue et permanente. C'est ça l'idée. Hein, puisque, grosso modo, je ne parle pas de la réaction en temps réel des hommes politiques. Hein. Bon, ça c'est autre chose, c'est mon travail de le dire. Dire il y a un événement, il y a une loi. Ça c'est autre chose. Non, je vais vous parler plutôt du fait qu'aujourd'hui, nous avons des chaînes, 3 en France pour le moins, des radios, ça existe depuis longtemps, mais c'était pas à ce niveau-là, qui peuvent raconter tout le temps ce qui se passe. D'ailleurs, qui continuent à émettre même quand il ne se passe rien. C'est bien le problème. C'est bien le problème parce que quand ils ont des choses à dire, c'est bien, mais quand ils ont une chose à dire dans la journée et qu'ils la répètent, je sais pas, 10, 15 fois, ça devient problématique. Parce que cet événement prend une dimension qui est absolument hypertrophiée par rapport à ce qu'est l'événement, parce que c'est l'idée de la répétition tout le temps. Tout le temps. Donc, moi je trouve que d'un côté, les télévisions d'information continue, bien sûr, je suis pour jusqu'à un certain point. Il faudrait qu'on arrive à avoir des télévisions d'information continue où il y ait des larges plages magazines. Malheureusement, il y a eu des essais, e-télévision l'a payé. LCI l'a payé aussi. Parce qu'au bout du compte, peut-être c'est des gens comme vous êtes dans la communication, ou
dans le journalisme, ou en tout cas vous êtes très en appétit de tout ce qui se passe dans le monde, peut-être vous n'êtes pas sur le bon rythme pour regarder ces télévisions d'information continue. Parce qu'elles sont faites pour être vues 20 minutes. Moi, des fois, j'y passe 3 heures, 4 heures. Et évidemment, ça revient, et ça revient, et ça revient, c'est toujours la même chose. Peut-être que je ne réponds pas bien à votre question, sûrement d'ailleurs. Moi, ce que je trouve dans le journal... Je vais vous raconter une anecdote. Et c'est un de mes premiers souvenirs de reportage, il y a très longtemps, et c'était à Beyrouth. Je couvrais la guerre du Liban. J'étais en presse écrite, hein. Jeune journaliste, tout ça. Bon, c'était un de mes premiers reportages à l'étranger, ça chauffait assez. Et j'étais dans une manif pour l'enterrement d'un militant palestinien. Voilà. Et j'étais là au milieu, toujours avec cette volonté. Vous savez, à Capa, il y a une baseline qui dit à Capa, on ne zoome pas, on se rapproche des gens. Ce qui est deux façons de filmer très différentes. Hein. Là, je peux vous filmer comme ça de loin, ou je peux venir à côté de vous et puis filmer à côté de vous. C'est différent, c'est pas la même chose. Et donc c'est vrai que moi, dans le reportage, c'est toujours ce qui m'a intéressé, c'est d'être à côté du monde, quoi, tout à côté. Donc j'étais dans cette manif, ça me paraissait être l'événement majeur du siècle. Plus des enterrements où il y a du bruit, hein. Et ça tire, et ça crie, et ça youyoute, et enfin dans cette ambiance-là, quoi. C'était étonnant. Et puis je ne sais pas pour quelle raison, je suis sorti de la manifestation à un moment donné, je suis monté sur un petit monticule qui était là, et j'ai regardé la manif. Il y avait 150 pèlerins. Et il y avait Beyrouth qui était tout autour. C'était dérisoire. C'était dérisoire. Et donc, si j'avais été dans une réactivité immédiate sur l'information, j'aurais accordé à cet événement une importance qu'il n'avait pas. Mais c'est en faisant ce pas de côté, qui est essentiel dans notre métier, que j'ai essayé de retrouver, que j'ai trouvé la dimension de l'événement. Donc, c'est vrai que montrer en permanence tout ce qui se passe limite cette capacité à mettre en perspective, à faire en sorte que l'on donne autant que possible la vraie dimension de ce qui est en train de se passer. Donc je crois d'ailleurs que, moi je dis souvent ça aux élèves journalistes, que le secret du bon reporter c'est ça, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. C'est un peu schizophrène, mais c'est comme ça que ça marche. Bon, on va devoir finir. Il est 10h. Merci infiniment. Merci Hervé. à tous. Merci. Faire longue vie à... Creative Mornings. Au Merci. matin, je pouvais le faire après-midi, c'est pas mal. Merci d'être réveillés et curieux. Évidemment, prenez un café et filez bosser si vous travaillez. Sinon, week-end alors.